on commence notre premier cours de sémiologie cardiaque. Donc, ce cours, il va s'intéresser aux différents symptômes qu'on peut extraire à partir de l'examen clinique ou bien l'examen paraclinique en ce qui concerne le système cardiaque. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut savoir, etc. afin d'être capable d'avoir une bonne orientation lors de notre prise en charge, lors de notre visite médicale avec le patient. Donc, au niveau de ce cours, nous allons voir les étapes d'un examen clinique normal. Donc, nous allons voir l'inspection, palpation, etc. Avant même l'inspection, de l'interrogatoire. Donc, l'historique du patient, quels sont les symptômes, les signes, etc. Donc, on va voir quelle est la signification de la plupart des signes qui nous intéressent à notre niveau et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider dans ce cas. Donc, avant tout, qu'est-ce que ça veut dire la sémiologie? La sémiologie, c'est l'étude des signes. Sémiologie. Sémion, il y a des signes, et logie, il y a étude. Logos. Donc, c'est un inventaire des renseignements recueillis par l'interrogatoire et l'examen physique. Lorsqu'on interroge l'individu et on observe l'état de son corps, on peut extraire un ensemble de signes qu'on peut regrouper en syndromes. Et lorsqu'on regroupe en syndrome, on est alors dirigé, orienté vers le type d'atteinte dont souffre l'individu. Donc voilà, interrogatoire qui atteint les signes fonctionnels et l'examen clinique donne des signes physiques. Secondairement ou accessoirement, on peut utiliser des examens paracliniques pour nous aider afin de poser le bon diagnostic. Donc là, l'interrogatoire, les signes fonctionnels, le but de l'interrogatoire, c'est d'établir bien sûr une bonne relation, ainsi que collecter les informations médicales, le nom, prénom, le CNSS, etc. L'assurance médicale. Et ensuite, on recueille les signes fonctionnels. Il existe deux types de signes fonctionnels. Les signes subjectifs et les signes objectifs. Les signes objectifs, par exemple, sref. Sref, point final, YNS. Par contre, les signes subjectifs, une douleur. Des individus, certaines personnes peuvent exagérer la douleur, alors que d'autres, ils peuvent la minimiser. Il a très mal, mais il va te dire j'avais un peu mal. Donc les signes fonctionnels, ils peuvent varier d'un individu à un autre. Donc les principaux symptômes qu'on veut trouver à travers les personnes sont la douleur, la dyspnée, palpitation, syncope, claudication intermittente, etc. Ainsi que d'autres symptômes, des antécédents et facteurs de risque. Donc toutes ces informations, on peut l'extraire lors du début de notre examen clinique, lors de la rencontre avec le patient. Et c'est ce qui nous commence à nous orienter. Bien sûr, on doit recueillir ces symptômes connaissant très bien que l'individu, il peut exagérer. Donc il faut faire attention, il peut exagérer ou minimiser. Donc il faut juste savoir en général qu'est-ce qu'il a. Donc au niveau de ce premier cours, nous allons voir le symptôme le plus fréquent en cardiologie, notamment la douleur thoracique. Docteur Cédric Idrani. L'individu, il se présente au service en nous disant qu'il a mal au niveau de son thorax. Donc c'est un symptôme très très fréquent et un motif de consultation très fréquent au niveau surtout aux cardiologies. Et parfois on trouve les individus en urgence parce qu'ils souffrent d'un angor. Mais ils souffrent d'un angor, donc ils jouent en urgence. Donc les douleurs thoraciques, bien sûr on comprend très bien, le thorax il a plusieurs organes, notamment lesquels. نجاوبوا زعما يلا نقولوا. بومون كور لي زورغان الداخل Poumon, cœur, تيموس gros vaisseaux, بومون médiastin, qui logent les vaisseaux. Donc on comprend, ainsi que la paroi thoracique, la cage thoracique, les muscles, les nerfs. Donc on comprend qu'au niveau du thorax, il peut y avoir plusieurs causes de la douleur, pas seulement en cardiologie. Mais le cœur, le système cardiovasculaire, en est le plus fréquent. Donc on va voir notre cours, il va s'intéresser aux douleurs d'origine cardiaque, ce que le cœur a causé, ou bien le système cardiovasculaire. Donc au niveau à notre niveau, on va voir quatre symptômes qui causent les douleurs. Lesquels? J'ai quatre symptômes. Quatre atteintes. Pied. Zid, قول لي شنو هو البيed. كاين بيريكارديت
péricardite, Péricardite, embolie, Infarctus de embolie myocarde. pulmonaire, infarctus ou infarctus du dissection myocarde aortique. ou dissection aortique. Très bien. وكاين امبولي pulmonaire. Aïe, قلنا pied. Donc, on va s'intéresser à ces quatre atteintes qui sont très très fréquentes, surtout au niveau du Maroc, et qui causent les douleurs thoraciques d'origine cardiaque. Donc, أول حاجة l'angor. L'angor, c'est quoi? C'est la souffrance du cœur parce qu'il est incapable d'oxygéner ses muscles. Donc, l'oxygénation, elle diminue. Pourquoi? Parce que soit les besoins, ils ont augmenté, ou bien les apports, ils ont diminué. Par exemple, soit on peut avoir que le muscle, il fait un effort, donc il a besoin de plus d'oxygène, mais le cœur ne peut pas donner cette quantité d'oxygène qu'il veut. Ou bien, on peut avoir une diminution des apports, notamment les artères, elles sont fermées, bouchées. Donc c'est ce qui va causer l'angor. L'angor est un symptôme très fréquent et qui est schématisé caricaturalement d'un individu qui sent une douleur compressive au niveau du thorax. Le schéma caricatural il est significatif de l'angor. Déterminer les caractères, donc localisation, irradiation, etc. On va voir. Localisation de la douleur, elle est surtout au niveau thoracique. Elle peut irradier vers la mâchoire et vers les deux bras et les deux épaules. Action de la trénitrine, elle peut soulager la douleur. Pourquoi? Parce que la trénitrine est un vasodilatateur, donc elle peut dilater les artères coronariennes et donc augmenter l'oxygénation. Dans le cas d'un angor stable, on va voir. Donc voilà un exemple d'un angor. Il peut être soit une sténose, une sténose de l'artère, soit à une athérosclérose ou bien un embole, un petit embole qui a bouché l'artère coronarienne. Donc ils peuvent causer une diminution le débit sanguin. Spasme. Spasme, il y a sténose. Spasme, il y a rétrécissement, sténose. Dû à un spasme, le muscle contracté ou c'est derrière. Donc sténose coronaire critique, inflammation, vasospasme, dysfonction micro, etc. Donc ils peuvent causer une diminution le débit sanguin, ce qui va causer l'ischémie myocardique. Et c'est cette ischémie myocardique qui nous cause l'angor. Donc au niveau de la coronarographie, voici une coronarographie normale qui montre une circulation sanguine. Donc tronc commun, l'artère interventriculaire antérieure, l'artère première diagonale, première septale, etc. Et on remarque la circulation sanguine. Par contre, au niveau de l'angor, les syndromes coronaires, on va voir que ces artères vont être bouchées. Elles ne vont pas montrer ce système. Donc le syndrome coronaire, comme on a dit, on le distingue en plusieurs types. Un angor stable et un angor instable. Qu'est-ce qui se passe? Donc au niveau de la vie humaine, la paroi de l'artère, au fur et à mesure, elle commence à développer des plaques de cholestérol, des athéromes. Au fur et à mesure qu'on vieillit, ces plaques d'athérome, ils sont dus notamment à un déficit de HDL et LDL. Autrement dit, à un taux élevé de cholestérol. Donc un taux élevé de cholestérol, avec le temps, ça cause la formation des plaques d'athérosclérose. Ces plaques d'athérosclérose, dans le cas le moins dangereux, ça cause une compression de l'artère. Donc la lumière de l'artère, elle devient plus petite. Donc, ce qui veut dire que le débit de l'artère coronarienne, il va diminuer. Et inévitablement, ce débit n'est pas suffisant lors de l'effort. Mais il est suffisant en repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'individu en repos, il ne ressent rien. Il mène sa vie normale, pas de problème. Mais le moment où il commence un effort, le cœur, il commence à demander plus de sang, plus d'oxygène, mais l'artère ne peut pas augmenter son débit. Donc le débit, il reste bas, ce qui va causer cet angor stable. Stable, autrement dit, l'angor d'effort, qui va apparaître lors de l'effort. Ensuite, nous avons l'angor instable. L'angor instable, c'est une étape encore plus avancée de l'angor stable, où cette plaque d'athérosclérose a commencé à être rompue et commence à boucher l'artère complètement. Elle ne compresse pas juste la lumière, elle commence à la fermer. Et nous distinguons deux types. Un infarctus sans sus-décalage du segment ST et un infarctus avec sus-décalage. Donc ce sont deux états différents où on a un blocage complet
c'est le cas le pire cas possible, et sans décalage, sans sus-décalage, est un peu moins, c'est moins mauvais, mais tout de même, ça va aussi causer un infarctus du myocarde. Ça va causer une mort, parce que le débit est réduit. Et dans ce cas, il devient insuffisant même en repos. Et à partir de cet angor instable, la trénitrine qu'on va voir, elle devient inefficace. Donc voilà, voici un exemple. Normalement, voici une artère, à quoi elle doit ressembler. La lumière de l'artère. Donc un cœur lipidique. Ici, on suppose c'est un angor stable parce que la lumière elle est aplatie par ce cœur lipidique. Mais dans l'angor instable, la plaque est rompue et elle commence à fermer la lumière complètement. Comme on le remarque ici, il y a un thrombus intraluminaire qui bouche la moitié de l'artère, de la lumière de l'artère. Syndrome coronarien chronique. Donc chronique, le stable, l'effort. Donc syndrome clinique caractérisé par un inconfort thoracique de la mâchoire, des épaules, du dos, déclenché par un effort ou un stress émotionnel. Il est calmé par la trénitrine, parce que la trénitrine est un puissant vasodilatateur, donc ça va augmenter le débit sanguin et ça va soulager la maladie. Déclenché par l'effort, rétrosternal, elle est constrictive, elle disparaît après l'arrêt, son intensité elle est variable et sensible à la trénitrine. Maintenant, le syndrome coronarien aigu. Aigu, on distingue deux types. Mais notamment, c'est résultant d'un mécanisme physiopathologique fondamental, la rupture ou érosion de la plaque d'athérosclérose, ce qui va commencer à fermer la lumière complètement, ce qui va causer notre syndrome coronarien aigu. Donc l'individu, à n'importe quel instant de sa vie normale, il vous parle, il mène une vie normale, soudainement, la plaque d'athérosclérose, elle explose et commence à fermer ses artères coronariennes. C'est pour cette raison qu'on l'appelle angor instable, parce qu'à n'importe quel moment, la plaque peut rompre et ça va causer la crise du syndrome coronarien. Ça va? Yes. Donc ça cause une douleur même au repos, une douleur intense qui dure une durée très longue. Elle résiste à la trénitrine. Et pour poser le diagnostic et vérifier l'état de la maladie, est-ce que pour vérifier les dégâts causés, on fait un ECG ou bien les enzymes, notamment les troponines. Les signes accompagnateurs des vomissements, nausées, sueur, dyspnée, etc. Donc voici un schéma qui nous montre qu'est-ce qui se passe. Depuis la vie, nous avons un développement de la plaque lipidique de petit à petit. Bien sûr, qu'il y a des facteurs qui empirent, qui accélèrent ce processus, notamment un régime malsain, et qu'il y a des facteurs qui ralentissent, comme le sport, une alimentation saine, un bon sommeil, etc. Ce qui va causer que le corps humain est capable de se débarrasser des phénomènes. Et dans le pire des cas, ça peut causer un thrombus qui va boucher l'artère complètement. Et ça va causer notre syndrome coronarien aigu. À ce niveau-là, le syndrome coronarien aigu, on distingue deux types, sans sus-décalage ou bien avec sus-décalage. Donc sans sus-décalage, on parle d'un angor instable. Par contre, avec sus-décalage, on parle d'un infarctus de myocarde avec sus-décalage. Donc, c'est juste... توا encore instable là. تشوا angor instable, mais نقدروا نشوف كاع كثر. Plus accentué. Ça touche une partie plus grande du corps. Voilà. Donc l'infarctus de myocarde, on peut avoir soit avec sus-décalage ou bien sans sus-décalage. Parce qu'un angor instable, il peut avoir une phase normale. Une phase normale le ECG, ou l'inversion de la polarité de T, sans avoir la mort des cellules cardiaques. L'angor instable. Alors que avec sus-décalage, c'est مباشرة كتكوزي لنا la mort ديال الطروفة ديال le cœur. Alors que sans sus-décalage ديال ST, on peut être encore flangor instable sans infarctus. Mais il y a toujours un peu de débit qui passe. Et ce débit peut être assez pour garder les cellules cardiaques en vie. Alors que avec sus-décalage, ça veut dire que l'artère est complètement bouchée. Et dans ce cas, on dose la troponine pour évaluer le degré d'atteinte. Degré de nécrose. Très bien. Donc voilà. Maintenant, nous allons voir le deuxième symptôme le plus fréquent, qui est l'embolie pulmonaire. C'est quoi embolie?
تكون عندك واحد obstruction بحال ديال بحال الارتير pulmonaire. الفورم واحد لومبول اللي كتفورما او نيفو ديال لاغتير فيمورال وكيطلع للقلب كيحبس ولكن شنو هي لاغتير. امبول؟ بحال امبول الكايو بحال براسك الكايو شنو هي؟ سونغ. بحال C'est الكايو. un بحال caillou حاجه sanguin. C'est un caillou sanguin. Pourquoi aurons-nous la formation d'un caillou sanguin? لوغمونطاسيون ديال الكواغولونس. كيكونوا دي كونديسيون بحال Si. تنظن الديابيت كيزيد من وهذاك لي فاريس كيزيدوا من البوسيبيليتي ديال انهم يتفورماو في لي فين ديال الرجلين Voilà. تنظن. Il y a plusieurs causes qui augmentent le risque. Notamment, Yassine كان قال انك تزيد لنا les facteurs de coagulation. صلاح اللي كيقول لنا الديابète ou bien les varices. Vous avez raison. Il y a plusieurs causes. Ça cause, qu'est-ce que ça va, quelle en est la conséquence? C'est la rupture de l'équilibre entre les facteurs de coagulation et anticoagulants. Ce qui va causer que le sang, il va commencer à former des cailloux alors qu'il ne devrait pas le faire. Surtout au niveau des membres inférieurs. Donc l'embolie pulmonaire, elle est d'origine, c'est un caillou sanguin d'origine les membres inférieurs. Et les veines, elles collectent avec le sang au fur et à mesure. L'embole, elle va passer au niveau de l'artère pulmonaire, ce qui va bloquer la respiration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, un thrombus qui s'est formé au niveau des veines, surtout veine fémorale, et qui va migrer vers le haut jusqu'à atteindre l'artère pulmonaire, la veine cave inférieure, le cœur droit, et ensuite l'artère pulmonaire. Donc, ce qu'on remarque ici, ce sont des emboles qui bloquent la circulation sanguine. Elles s'arrêtent à ce niveau-là. Le thrombe de l'artère pulmonaire, etc. Donc voilà, les emboles, qui bloquent la circulation. Les emboles, l'artère pulmonaire gauche bloquée. Donc obstruction de l'artère pulmonaire due à un caillou. Début brutal, siège latérosternal. La polypnée, elle est brutale, elle commence instantanément et tachycardie. Parce que le corps, il essaye de compenser les pertes de l'oxygène. Parce que vous devez savoir qu'une fraction de notre sang, il ne va pas être oxygéné et il ne va plus circuler. Donc le cœur, le corps humain en entier, pour compenser, il va faire une polypnée, une hyperpnée, donc il va commencer à respirer rapidement, et une tachycardie, une douleur renforcée par la respiration. Contexte général, rechercher une thrombophlébite, une inflammation d'une veine inférieure dans le corps, dans le membre inférieur, ainsi que les facteurs de risque qui vont causer les thromboses, notamment allaitement prolongé, intervention chirurgicale, traumatisme, accouchement, peut-être aussi diabète et un trouble d'hémostase. Trouble d'hémostase notamment, soit un déficit sur les facteurs anticoagulants ou bien une augmentation des facteurs de coagulation. Voilà, c'est-à-dire l'embolie pulmonaire. On continue avec notre troisième origine de douleur cardiaque, c'est la péricardite. La péricardite, c'est tout simplement comme le nom l'indique, نعم. شنو اللي قلتي في الاخر؟ Rechercher les facteurs de risque qui يطلعوا الكواغولاسيون اللي يخلي الدم انه يتحجر notamment بحال l'allaitement prolongé, intervention chirurgicale, traumatisme, accouchement ou bien un trouble de l'hémostase. Ça veut dire que le corps humain qui sécrète les facteurs de anticoagulants مزيان ولا qui sécrète les facteurs de coagulation كثر. Ce qui va causer la coagulation du sang. Ensuite, nous avons la péricardite aiguë, c'est l'inflammation du péricarde. Donc, l'inflammation, on comprend automatiquement que le péricarde, il devient inflammé, il devient fragile. Donc, le moment où il touche quelque chose, ça va être douloureux. Donc, c'est pour cela, le péricardite aiguë est aussi l'un des symptômes qui cause les douleurs cardiaques. Et les caractéristiques d'Iolha sont douleurs rétrosternales qui irradient vers l'épaule. Les deux caractéristiques majeures et qui nous permettent de déterminer qu'il s'agit d'une péricardite, c'est l'augmentation à l'inspiration et à la toux, ainsi que le soulagement par la position antéfléchie. Parce que comme on a dit, puisque le péricarde est enflammé, il voudra alors ne pas toucher les organes avoisinants. C'est pour cela la position antéfléchie elle est soulageante, parce qu'en faisant cette position, le cœur il devient plus ou moins isolé. Il devient isolé des poumons, de la paroi de la cage thoracique, etc. Ce qui va diminuer cette douleur. Ensuite,
nous avons la dernière cause cardiaque la plus fréquente d'une douleur thoracique, c'est la dissection aortique. Qu'est-ce qui se passe lors d'une dissection aortique? Nous avons l'apparition d'une cicatrice qui laisse le passage du sang vers la média de l'aorte. La média, c'est une structure de l'artère qui fait partie de la paroi de l'artère et qui commence à se remplir de plus en plus de sang. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention. On distingue deux types de classification, mais le type de classification deux types de classification الأستاذة بدات كتقول لنا نعقلوا عليه كانت هي اللي كتعتمد على est-ce qu'elle siège au niveau de l'artère de l'aorte ascendante ou bien là ou non, oui ou non. Donc c'est pour cela هذه جديده اللي ولاو كيستعملوا au niveau ديال sémiologie cardiaque. Donc هذوك سميتهم هي زعما classification de Stanford. La classification de Stanford كيعطينا deux types, type A ou le type B. Je ne sais pas si c'est écrit ici. Non, ce n'est pas écrit. Mais type A et type B, en bref, ils dépendent de est-ce qu'il existe au niveau de l'aorte ascendante ou non. Type A, oui. Type B, non. Donc, tout simplement. Donc, voici une imagerie qui nous montre la dissection aortique. Voici une ligne de la dissection. Ça peut aussi montrer que هاي البارoi de l'artère et la médiane اللي بدا فيها شوية الدم كيعمر. La douleur très violente, rétrosternale, elle irradie dans le dos vers le bas puisque c'est le trajet de l'aorte. Le CG il est normal et on trouve une différence de pression entre la droite et la gauche. Donc ces quatre causes sont les plus fréquentes et motifs de consultation en cardiologie. Mais puisqu'on connaît très bien qu'au niveau du thorax, il n'y a pas seulement le cœur, il peut avoir des douleurs d'origine extracardiaque, notamment le tube digestif, notamment la cage thoracique, soit les côtes, les muscles, les poumons, etc. Donc tous ces constituants, ils peuvent être l'origine d'une douleur thoracique. C'est pour cela qu'il faut faire attention lorsqu'un individu se présente pour une douleur thoracique, ce n'est pas nécessairement directement d'origine cardiaque. Il faut faire attention. On peut avoir d'origine des nerfs, notamment une névrite, une névrose ou bien les muscles, une inflammation du muscle, etc. Donc voilà, douleur extracardiaque œsophagienne comme un spasme, pleuropulmonaire, douleur de la paroi, déclenchée au mouvement à la pression, neurotonique, etc. Donc voilà, nous avons terminé notre premier cours qui s'intéresse au motif de consultation le plus fréquent, lié à la douleur d'origine cardiaque. Voilà.